Philippe, comme vous l'avez dit en introduction, vous avez fait l'INSAS. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à l'INSAS et quels souvenirs vous en gardez avant de parler du film? Oh, c'est loin. En fait, je suis arrivé à l'INSAS parce que j'avais passé l'IDEC à Paris, que j'ai pas eu, et j'ai eu l'INSAS, et donc je suis venu ici. Je voulais faire une école de cinéma, enfin je savais pas trop que je voulais faire une école de cinéma, mais je connaissais pas grand-chose en fait au cinéma. J'avais pas vu beaucoup de films, j'étais pas cinéphile. C'est pas du tout le chemin que j'ai pris. Moi, je m'intéressais surtout au fond à la littérature, à la peinture, un peu à la philosophie. Donc le cinéma n'était pas forcément nécessairement quelque chose comme ça d'emblée là, quoi. Mais toutes ces questions autour de la représentation m'intéressaient. Et je faisais aussi un peu de théâtre et je m'étais dit que c'était peut-être bien que je parte de chez moi, que je m'éloigne. Et le cinéma, voilà, m'a tendu les bras, si je puis dire. En tout cas, l'INSAS m'a accueilli, quoi. J'ai fait 4 années ici en réalisation. J'ai des souvenirs très forts, notamment de certains professeurs qui m'ont vraiment donné beaucoup, notamment Edmond Bernard, peut-être que vous connaissez, un cinéaste belge, qui était un homme tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable, un grand joueur d'échecs, qui a fait un film sur les échecs que je vous conseille de voir si vous vous intéressez au cinéma au montage et au son. Voilà, donc des rencontres. Et puis surtout la découverte vraiment du cinéma, quoi. J'envoyais 2 à 3 films par jour. Un film le matin ici, souvent, il y avait une projection. Après, on avait la copie 35, puis j'allais à la cinémathèque le soir, manger des gaufres entre les projections. J'ai des souvenirs de ces gaufres qui étaient très épaisses. et voilà, quoi. Du coup, vous êtes sorti de l'INSAS en 78. C'est un film que vous avez réalisé en 2011. Est-ce que vous pouvez, juste pour les gens qui ne connaissent pas forcément votre œuvre, parler un peu de votre parcours entre ces 2 dates? J'ai fait beaucoup de choses au début pour la télévision, notamment pour l'INA. Je vais rapidement. Et puis, donc, pas mal de documentaires, d'objets un peu expérimentaux pour la télévision. Par exemple, j'ai fait une série de plans séquences d'1 heure sans aucune coupe. Tel que c'était tourné, c'était diffusé. Il n'y avait aucun ajout en post-production. Donc j'ai demandé à différentes personnes. Bon, il y a eu des gens comme Kramer, qui a fait 1 heure comme ça. Robert Frank, aussi à New York. Différentes personnes. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis à un moment donné, j'ai tourné un film au Brésil sur... ça s'appelle Jogo do Bicho, qui est un film sur les favelas, enfin sur un jeu qui est organisé par la mafia, et qui aide les gens aussi dans les favelas. Et puis après, j'ai fait un film à Sarajevo, juste à la toute fin des accords de Dayton, donc quand Sarajevo était encore encerclé par les forces serbes. Et à la fin de ces 2 tournages, j'ai senti que j'avais besoin d'aller vers la fiction, vraiment, quoi, de m'éloigner du documentaire. Et donc j'ai fait Sombre, qui est un film que j'ai tourné en 98 ou 99. Ensuite, La vie nouvelle. Ensuite, Un lac. Et le dernier film, il s'appelle Malgré la nuit. Et puis, parallèlement à ça, j'ai fait pas mal d'installations. La dernière était à Hong Kong, dans un musée, dans une galerie à Hong Kong, Empty Gallery. Des installations vidéo, pas mal de choses, enfin, qui tournent autour de ces questions d'image, de représentation, de figuration. Voilà, et puis j'ai fait ce documentaire sur Adachi, mais qui est
un documentaire un peu étrange, parce que c'était un peu une espèce d'aller-retour comme ça qu'on a eu ensemble, quoi. Du coup, vous disiez en introduction de la séance que vous avez rencontré Masao Adachi lors d'une rétrospective de vos films à Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà vu ces films ou pas? Comment vous communiquiez aussi? Et comment, en fait, s'est développée cette idée de projet avec Nicole Brenes? Je connaissais pas Adachi, j'avais, à dire la vérité, pas vu ses films. J'ai été mis en relation par Nicole avec lui quand il a vu notamment La Vie Nouvelle. Il a été il a été impressionné par le film. Enfin, on a eu une discussion ensuite sur le cinéma ensemble. Et quand on a parlé avec Nicole de cette possibilité de faire une série autour de ces cinéastes qui à la fois sont des cinéastes engagés politiquement mais aussi engagés sur la forme, ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est en fait la même question. Adachi est arrivé de façon assez simple, enfin assez immédiate, et j'ai bien entendu vu ses films à ce moment-là, puis je suis parti à Tokyo et j'ai tourné 4 jours, 3 jours, 3 nuits, et puis les 3 jours. Ça a été très très rapide, parce que Nicole avait programmé le film à la Cinémathèque avant même que je commence à tourner, ce qui était à la fois une bonne idée, mais enfin pas si bonne que ça. Et comme on n'avait pas du tout, mais vraiment pas du tout d'argent, mais 0 centime, puisque on avait fait une demande auprès du CNC pour avoir une aide, et moi je me suis refusé à écrire un projet sur ce qu'allait être le documentaire, puisque je ne savais pas du tout ce que j'allais tourner, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, je ne savais pas ce que j'allais voir, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Je pense que c'est ça le principe du documentaire, c'est de ne pas savoir, et c'est de faire le film à l'intérieur de cette obscurité. Et donc ils ont refusé de nous donner la moindre subvention, on n'a pas trouvé d'argent nulle part, et on avait fait une petite maison de production avec 3 amis, et une de ses amies a mis sa montre au clou, c'est vrai, hein, elle a mis sa montre au clou pour récupérer 3-4 000 euros, qui a payé le billet d'avion. Et puis je connaissais quelqu'un à l'ambassade à Tokyo qui a trouvé l'hôtel. Donc j'ai tourné la plupart du temps seul, parfois avec le garçon qu'on voit à la fin qui parlait japonais. Ça a été un tournage magnifique, très rapide, très intense, avec Adachi, qui est un homme assez extraordinaire. Vraiment, je pense, un homme extraordinaire. À la fois un marxiste très convaincu, mais aussi quelqu'un qui était très marqué par le surréalisme, qui est zen, par ailleurs, d'une certaine façon. Enfin, donc c'est un curieux mélange. C'est un homme qui a eu des engagements très forts, très puissants dans les années 70. À Shinjuku, il faisait partie d'un groupe d'artistes, dont Oshima par exemple, qui était le plus connu d'entre eux, mais Wakamatsu aussi, qui étaient des gens très, très construits politiquement, quoi, qui étaient très hostiles à la présence américaine au Japon. Et Adachi faisait des films qu'on peut voir, qui sont vraiment magnifiques dans cette époque-là. Et puis à un moment donné, il est parti à Cannes avec Wakamatsu, et au lieu de rentrer au Japon, il est allé en Palestine combattre avec les Fédayines. Et il a passé 27 ans là-bas. Il était en prison ensuite au Liban, à Beyrouth. Puis il a été extradé au Japon. Il a fait quelques années de prison au Japon. Et maintenant, il vit au Japon, il n'a pas de passeport, il ne peut pas sortir du pays. Mais c'est un homme qui à la fois a été engagé politiquement avec beaucoup de conviction, mais qui en même temps, voilà, il a une espèce de réflexion aussi sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur la vie, sur le cinéma. C'est quelqu'un d'assez étonnant, quoi. Voilà. Et du coup, il y a une grande partie du film qui est couvert par cette voix off introspective.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle a été enregistrée et à quel moment elle a intervenu dans le processus de production? Ben, dans les 4 jours de tournage, je savais que je voulais avoir un récit d'Adachi. Puis on est devenus assez proches rapidement. Le premier jour de tournage, en fait, c'était la nuit à Shinjuku. Je suis allé dans un bar avec lui. Puis on a commencé un peu à boire du saké. Il boit pas mal de saké. Et voilà, et donc j'ai commencé à le filmer son visage, ses mains, puis ensuite on a rencontré cet homme par hasard qui était un ami d'Adachi. Petit à petit, je suis rentré dans le film comme ça, mais avec douceur, je dirais, en accueillant ce qui m'était donné, pas en cherchant justement à faire des scènes avec lui qui expliciteraient quoi que ce soit. C'est comme une dérive, quoi. Il y a eu cette scène avec... au jardin où il est allé chercher sa petite fille à l'école. C'était très beau, le jour tombait, il y avait cette petite musique à la fin de l'école à Tokyo. Et il y avait une balançoire. Voilà, je lui ai dit, tiens, balance-toi. Enfin, le cinéma, ça se fait comme ça, quoi. Ça se fait justement, précisément, en ne voulant rien d'autre que ce qui arrive. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, pour moi, ça l'a été. Et le film s'est fait de cette manière-là. Et un soir, le dernier soir, j'étais avec Adachi dans un bar de Shinjuku aussi. Et puis j'avais le petit zoom, là, le petit micro. Et puis je lui ai dit, voilà, enfin par le traducteur qui était là, je lui ai dit, écoute, raconte un peu comme ça ton chemin, mais comme une digression, comme si tu allais t'endormir, comme si on allait s'endormir. Et en fait, j'étais tout contre lui avec le micro, et à un moment donné, ça semble très incroyable de dire ça, même maintenant, quand je le réalise, quoi, à un moment donné, j'ai posé ma tête contre son épaule. Et on était là comme ça, tous les deux, lui il parlait, moi je l'enregistrais, et d'une certaine façon je m'endormais dans sa voix. Et en fait c'est cette espèce d'organicité, quoi, qui fait que le film arrache d'autres sensations, justement, précisément. C'est un peu ce qu'il dit, Adachi, à la fin, c'est très beau, cette distinction entre les idées et les sensations. Enfin, c'est une distinction absolument fondamentale. On ne fait pas des films avec des idées. On peut avoir des idées qui mettent en route les choses, mais les films ne se font pas avec des idées. C'est justement les sensations, comme il le dit très bien, qui réinjectent, quoi, au fond, le mouvement, la durée. Voilà, enfin bon, je pourrais parler longtemps, mais ça a été une rencontre importante en tout cas. Est-ce que dans le public, il y a déjà des questions, peut-être? Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question, surtout, parce que vous avez une énorme importance au son dans vos films, que ce soit dans vos fictions, il y a le point de vue sonore est très important pour cette idée de sensation. Et donc, comment avez-vous abouti à ce dessus? Hormis la voix off, il y a pas mal de répétitions au son, peut-être une envie de créer un rapport au souvenir aussi. Bon. Je me posais ces questions. Je pense vraiment que le son, c'est la chose la plus essentielle, quoi, la plus importante. Bien sûr, les images, le son, mais le son... Le son, c'est une perception tellement puissante et immédiate. C'est le rythme aussi. Je pense ça me fait penser à Orson Welles qui disait que
il choisissait les acteurs, ou parfois il dirigeait les acteurs en étant le dos tourné aux acteurs, sans les regarder, sans les voir, juste en les écoutant, le rythme de la voix, le phrasé, la manière dont ça s'arrête, ça s'interrompt, ça reprend. Cette espèce d'enlacement dans lequel on est pris par le son. Et donc quand j'ai tourné ce film, essentiellement c'était avec la voix d'Adachi, mais j'ai aussi fait des sons dans Tokyo. Et par exemple, le son qu'il y a dans le tunnel avec le taxi, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait il y a une scène dans Solaris de Tarkovsky dans ce même tunnel exactement. Et donc j'ai pris le son de la scène de Tarkovsky et je l'ai mélangé un tout petit moment dans le son du taxi. Donc en fait, c'est des choses, comment dire, intimes d'une certaine manière. C'est son monde comme ça dans lequel qu'on traverse avec le son, mais avec le film, quoi, de manière générale, de cette manière. C'est pour ça que c'est difficile d'envisager le cinéma sur un plan mécanique, sur un plan justement du savoir technique ou des idées. Le cinéma demande une sorte d'abandon, Moi, je pense que le son me donne cette possibilité de saisir avec plus d'intensité peut-être la scène que je désire faire. Parce que le son nous conduit, quoi, à la scène. C'est pour ça souvent dans mes longs métrages, je tournais avec parfois du son sur le plateau. Soit des sons, soit de la musique, parfois de la musique très très forte. Par exemple pour un lac, dans toutes les scènes d'intérieur qui sont très calmes, où on n'entend presque rien. Le tournage, c'est dans un vacarme sans nom. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ces espèces de tension que le cinéma nous permet de fabriquer, de construire, et ensuite, c'est quelque chose dans lequel on s'enfonce, quoi. Il y a quand même un rapport récurrent avec la musique électronique dans votre travail. Donc je me posais la question, comment ça se fait? Est-ce que c'est lié à la répétition qui fait cet emboutement ou pour un peu approfondir? Non, ça dépend. Là, par exemple, pour Adachi, c'est mon fils qui a fait la musique. Bon. Pour Malgré la nuit aussi, mais pour les autres films, non, c'était étant donné pour... Et puis j'ai utilisé aussi Schumann dans Un lac, un lied de Schumann magnifique, In der Wald. Je pourrais pas vous le chanter, hélas, mais... Non, la musique, mais que ce soit la musique électronique ou la musique... j'écoute de tout, hein, je peux écouter vraiment de tout, quoi. Je peux passer de Bach à The Cure. D'ailleurs, je vous conseille le dernier album qui est absolument somptueux, que j'écoute en boucle là, depuis quelques jours. Donc la musique m'accompagne tout le temps quasiment. Et après, quand je fais les films, elle est là à un moment donné et elle me conduit aussi à la fois sur le tournage et puis sur le montage, bien sûr. Par exemple, pour La Vie Nouvelle, j'ai travaillé en liaison quasiment directe entre les compositeurs, Marc Hurtado et son frère, et dans la salle de montage, entre ce que je montais, l'image, eux, le son, la musique. Il y avait des interactions constantes, quoi. C'est-à-dire, c'est pas tout d'un coup de la musique qu'on met sur des images. C'est une interpénétration des choses, quoi. C'est une forme encore une fois, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est une forme c'est un rapport affectif avec le cinéma. C'est pas un rapport de savoir d'une certaine façon, même si bon, c'est bien de savoir un peu les choses, mais après, quand on fait les films, c'est ailleurs. Voilà.
Oui, vas-y, Mika. Vous avez dit que le film se faisait, enfin qu'un film se faisait avec ce qui arrivait, et je voulais savoir, pour vous, ça s'applique comment à la fiction? Bah, la fiction aussi, ça s'applique de la même manière. C'est-à-dire que la question... En fait, il faut préparer les films avec beaucoup de précision. Moi, j'écris énormément. Mais j'écris pas forcément le scénario seulement. J'écris les sensations que je cherche dans le film. Et la façon dont on rédige le scénario, son rythme, c'est déjà une approche du film. Si par exemple vous écrivez un arbre, point, un arbre, il coupe un arbre, point, il coupe un arbre. C'est pas du tout pareil que si vous écrivez scène 1, intérieur forêt ou extérieur forêt, il marche et il va couper un arbre. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre déjà. Et donc, cette chose autre, c'est la chose qui vous appartient. C'est ce que vous êtes, c'est votre rythme, c'est comment vous respirez, comment vous vous endormez. C'est votre rythme, c'est ça que vous devez entendre. Et c'est avec ça que vous construisez la possibilité de la fiction. Mais la fiction, d'abord, elle est préparée, comme je vous l'indique, elle est préparée aussi sur les repérages. Je prends beaucoup de temps pour repérer, beaucoup de temps. Parce que c'est une manière, pour moi, d'entrer dans le film, et que le film entre en moi aussi. Et je prends beaucoup de temps pour les castings. Je fais des castings, je cherche les acteurs. Parfois, je pense que ces acteurs sont bien, puis tout d'un coup, je sens que ça va pas du tout. C'est à tâtons, on avance à tâtons, et à un moment donné, le film est là. Mais tellement là que vous pouvez le tourner d'une certaine façon n'importe où. Et donc la scène qui a été pensée, écrite, désirée, vous entrez à l'intérieur de la scène, mais je ne sais pas si tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. Voilà, la caméra peut bouger, aller chercher ce qui arrive, revenir sur le visage. Ça reste perméable. C'est pas figé, si vous voulez. C'est pas, on met pas en scène, quoi. Le plan, pour voir s'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas la perche dans le champ, enfin toutes ces conneries, quoi. Il faut être dans le flux du film. C'est une chose organique, le cinéma. C'est pas... Enfin, c'est comme ça que je l'aime, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vas-y. Le fait de pas toujours accueillir le son direct, enfin, à quel point ça joue avec ce que vous venez de me dire? C'est-à-dire que le son direct m'intéresse pas tellement, enfin pas toujours, mais parfois oui. Mais par exemple, si je fais la scène et qu'il y a des dialogues, parce que je parle tout le temps quand je tourne, donc je parle aux acteurs, je me parle à moi-même parfois. Il y a de la musique, il y a du son, c'est un vrai bazar. Et une fois que j'ai tourné, je peux faire tout d'un coup la prise que pour le son. Après, au montage, on peut arriver à labialiser, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, à replacer un peu la prise dans les bouches, quoi. Mais il faut savoir ce qu'on cherche au moment où on le cherche, quoi. Moi, parfois, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'énergie que je vais avoir avec l'image. Puis parfois, ce qui m'intéresse, c'est le son. Et les ingénieurs du son qui travaillent avec moi font beaucoup de son sol, énormément de son sol pour La Vie Nouvelle. L'ingénieur du son partait le soir, la nuit, aller faire aboyer des chiens dans la montagne, récupérer les aboiements sur un autre versant pour que ça résonne, pour qu'il y ait des échos, pas des échos artificiels, mais bon, c'est tout un monde rêvé. Mais après, le son n'est pas de la même nature, il n'a pas la même qualité, il n'est pas... C'est une activité très sensuelle de faire des films, enfin, il me semble. D'autres questions peut-être ? Moi je voulais vous questionner sur votre rapport à l'image. C'est un film que vous avez cadré vous-même, comme la plupart de vos films je crois.
Et c'est vrai que dans ce film, on voit une exploration, vous continuez une exploration qui est aussi celle de votre travail plus fictionnel, avec notamment pas mal de flou et de surexposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport à l'image et de ce rapport au cadre que vous avez? Ben, le rapport au cadre, je ne peux pas imaginer ne pas cadrer un film, parce que cadrer un film, c'est pas seulement faire un cadre, quoi. C'est le rythme du plan, c'est le rythme du mouvement. C'est très difficile de dire à un cadreur, tu vas du visage à ce visage, comme ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, on peut lui dire, tu y vas doucement, ah ben non, fais attention. Mais bon, non, je veux dire, je filme le visage, et puis à un moment donné, je sais pas... Ben, j'irai pas vers le visage, quoi. Je vais aller sur la main. Mais j'irai sur la main en ayant eu envie d'aller sur le visage. Et ça, c'est irremplaçable. Ça construit le rythme du plan. Ça construit les déplacements. Ça construit comment on entre dans la scène. Moi, je suis à l'intérieur de la scène. Je regarde pas un combo pour savoir si je suis dedans. Je suis avec les acteurs. Je suis très près d'eux. Je suis avec eux. Je suis dans une sorte d'intimité très grande, très... Donc le cadre pour moi, c'est absolument pas possible de m'en séparer. Enfin, c'est parce que le cadre implique déjà le rythme du montage d'une certaine manière. Et après sur la lumière, bon, sur le flou, c'est une chose très particulière, enfin, qui m'est arrivée très concrètement, c'est quand je tournais un documentaire, à un moment donné, je me suis approché d'un visage et j'ai pas changé le point. J'ai pas essayé de récupérer le point. Et le visage est devenu flou dans le mouvement de mon corps. Et le flou, j'ai trouvé, me donnait plus de désir de filmer. Tu sais. Donc c'est venu comme ça. Et les flous dans mes films sont pas des flous à la bague, quoi. C'est des flous parce que je me déplace et que je récupère pas le point. Donc c'est une question du corps. C'est le corps qui s'inscrit dans le plan, enfin, qui construit le plan, qui le désire. Enfin, c'est une affaire de désir, le cinéma. C'est désirer ce qu'on filme, que ce soit une montagne, que ce soit le visage, que ce soit un lac. C'est désirer ce qu'on filme, quoi. Si on n'a pas de désir pour le film et pas de désir pour ce qui le constitue, je vois pas comment on fait le film, quoi. Et le désir, pour moi, passe par la lumière, notamment. Enfin, le fait que tout d'un coup, la lumière soit plus éblouissante, ou alors qu'elle vienne comme en contre-jour, que je sois aveuglé par la lumière quand je tourne. C'est des choses concrètes, je sais pas, c'est comme si vous peignez. À un moment donné, c'est le geste qui va faire le dessin, quoi. C'est pas, je vais pas me dire, je vais dessiner... Non, on ne sait pas ce qu'on dessine, on ne sait pas ce qu'on écrit, on ne sait pas ce qu'on filme. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on peut le faire. Si on le sait, on ne peut plus le faire. Ça s'arrête. Ça devient besogneux, ça devient une sorte de chose comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Il faut, je pense, se mettre au bord et, encore une fois, s'être bien préparé. Et puis fermer les yeux, quoi, et avancer dans ce qu'on ne sait pas. Parce que avancer dans ce qu'on ne sait pas, c'est avancer au cœur même de ce qu'on cherche. C'est ce paradoxe mais qui est valable pas seulement pour le cinéma. Quand on écrit, c'est exactement la même chose. Et par rapport au montage, du coup c'est un film que vous avez monté vous-même. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Et comment vous vivez cette confrontation en solitaire à la matière? Est-ce que le film est passé par beaucoup d'étapes pour aboutir à cette forme, ou c'est... J'avais pas le temps, encore une fois, parce que j'ai tourné en 4 jours, on avait pas du tout d'argent, pas le temps, parce que Nicole avait programmé le film. Moi, je parle pas un mot de japonais. Et donc, quand j'ai monté, je savais que dans ce moment des Roches, il allait parler, par exemple, du surréalisme, et puis dans ce moment, il parlait de son activité politique, et puis dans ce moment, il parlait d'autres choses, j'avais des gros morceaux comme ça, de blocs,
Et j'ai monté au son. C'est-à-dire que quand il... oh non, le Renault... Je me disais, là, ça doit se terminer, quoi. Donc je coupais. Et en fait, j'ai monté sans comprendre ce que je montais. Après, il y a une traductrice qui est venue, qui m'a fait dire, là, non, il y a un peu, ça va pas, etc. Il faut un mot de plus. Mais en fait, c'était assez juste. C'est-à-dire, c'est une espèce de montage très dans la sensation de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, quoi. Mais j'ai monté vite, hein, j'ai monté très vite. Hein. J'ose pas dire, mais non, j'ai peut-être monté en 2 semaines, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça allait très vite. Mais parfois, c'est aussi alors une autre chose, comme vous êtes des étudiants en cinéma, mais c'est bien aussi d'aller très vite par moment. Très vite, parfois quand on tourne, et puis très vite quand on monte aussi. On a les rushs, hein, paf, 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 et voilà. Est-ce que le côté... Je sais pas, la vitesse, ça ouvre des perspectives et des possibilités qu'on n'aurait pas sans la vitesse, quoi. Voilà, mais enfin, j'ai pas monté longtemps, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Oui, vas-y. Est-ce que votre approche qui est très organique et intuitive dans la création de vos films, elle est apparue dès le début, quand j'ai commencé à faire des films, ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Au début, moi je suis sorti de l'INSA, j'avais 22 ans, ou je sais pas, 23 ans peut-être, quelque chose comme ça. J'étais petit d'une certaine manière. Enfin, j'étais jeune, mais j'étais aussi jeune dans ma tête, quoi. J'étais pas... Il m'a fallu du temps pour m'approcher vraiment de ce que je cherchais, quoi. Parce que je savais pas comment ça se formulait, même avec moi-même. Donc... Mais les expériences que j'ai pu faire quand j'ai travaillé à l'INA m'ont été précieuses parce que comme j'ai tourné des documentaires, en tournant des documentaires, je me suis approché de cette réalité du tournage, enfin d'avoir une caméra, par exemple sur des questions très concrètes sur les focales. Quand vous n'êtes pas au bon endroit quand vous tournez un documentaire, ça peut être dangereux dans certaines situations. Si par exemple vous avez une focale un peu longue pour aller chercher un visage, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas engagé avec la personne que vous filmez. Donc parfois c'est plus fort d'avoir une focale plus courte, mais d'aller se déplacer et de s'approcher de la personne. Parce que dans ce cas-là, vous vous engagez dans la scène. Et il y a un rapport qui se construit avec la personne que vous filmez. Soit ça peut être un rapport un peu sec, un peu dur, mais il y a un rapport. Vous n'êtes pas en train de regarder à distance. Et ces questions de distance psychique et de focale, puisqu'on fait, c'est la même chose, c'est des questions centrales sur la direction d'acteur. Si la distance que vous avez avec l'acteur n'est pas juste, la distance psychique, affective n'est pas juste, l'acteur ne peut pas s'engager dans le film. Et donc, pour vous répondre, tout ça, c'est pas arrivé effectivement comme ça. C'est un chemin qui m'a permis petit à petit, dans les différentes expériences que j'ai pu faire, de m'approcher de ce que je désirais, quoi, et d'essayer de comprendre comment je pouvais produire ces choses que j'avais un peu en tête. Et voilà. Donc c'est un chemin avec soi. Mais comme quoi que ce soit que vous fassiez, hein, c'est un chemin avec vous-même. Il faut arriver à... D'abord, la première partie du travail, je crois, c'est d'arriver à comprendre quel objet vous désirez. Qu'est-ce que c'est votre objet? De quoi il est fait? De quel bout d'enfance il est fait? De quelle marche dans la montagne il est fait? De quelle solitude il est fait, cet objet. Et une fois que ces choses-là commencent à se découvrir en vous, forcément, vous allez trouver votre geste, enfin, ce qui vous appartient.
Mais parfois, ça prend beaucoup de temps. Parfois, pour certaines personnes, ça va très vite. Moi, ça a pris du temps, parce que quand je suis sorti de l'INSA, j'avais 22 ans. Et Sombre, j'ai dû le faire, j'avais 44 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a 24 ans de ma vie qui sont passés, au fond, même inconsciemment, d'une certaine manière, à pouvoir désirer Sombre. Et à pouvoir le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Comment sur les films d'Adachi, il y a des extraits de ces films dans le film. Quand vous avez travaillé à la sélection, on va dire, et quel serait le film d'Adachi qui vous a le plus marqué? À la sélection, ça s'est fait. J'ai vu les films, ensuite, de manière assez intuitive, comme ça aussi. J'ai refilmé l'écran, bêtement. Mais ça a été assez simple de nourrir le film des films d'Adachi, quoi. Moi, j'aime beaucoup les films qu'il a fait dans les années 70, quoi. C'est des films à la fois politiques et surréalistes. En fait, c'est les films qui m'intéressent le plus, d'une certaine manière. Par rapport à ces films plus récents? Oui, les films plus récents, je les trouve bien aussi. Moi, j'ai vu celui que vous allez projeter tout à l'heure, je crois. Artist of Fasting. Ouais, c'est bien, non, ça reste fort. Il est fort, Adachi. Il a une manière très, très ferme, hein, comme ça, de faire les films, quoi. Et le dernier film est très beau. Enfin, celui que j'ai vu, là, il est très, très beau. Mais il est beau, justement, dans cette espèce à la fois de sensations surréalistes, quoi, et puis d'engagement politique, hein, par rapport au Japon, mais par rapport au capitalisme, par rapport à toutes ces questions-là, quoi. D'autres questions, peut-être? Je me demandais, est-ce que vous avez montré le film à Masao Adachi? Si c'est le cas, quelle a été sa réaction? Oui, il l'a vu. Je crois qu'il a bien aimé. Enfin, j'étais pas là quand il l'a vu. Il était surpris de dire tout le temps oh, non. Mais non, je crois qu'il l'a aimé. Ouais. Enfin, je l'ai su par quelqu'un qui travaille avec lui, qui nous a aussi aidé dans la production du film. Mais j'ai pas revu Adachi depuis le tournage. J'espère qu'il va bien au Japon. Je crois qu'il était en tournage cet été. Ah, bah, formidable. Pour un film dans la droite lignée de Révolution Plus 1. Il est en train de préparer un film sur un ancien je crois que c'est un ancien, soit un meurtrier, soit un terroriste. Quelqu'un qui avait disparu des radars pendant 30 ans et qui en fait a senti qu'il allait mourir. Et avant de mourir, il a révélé son identité. Et donc, normalement, il était en tournage de ça cet été. Ouais. Il continue encore à faire des films, en tout cas. Bravo à Adachi. Parce qu'il il faut avoir de la force, parce qu'il est plus très jeune. Hein. Mais en tout cas, je lui souhaite toute la force qu'il faut. Et justement, je me posais la question, dans le film, on voit sa famille. Et c'est drôle parce que je me suis beaucoup renseigné sur lui, et c'est vraiment quelque chose qu'il mentionne très rarement. Alors que pourtant, au moment de partir en Palestine, si je dis pas de bêtises, il a laissé sa femme et ses enfants derrière lui. Et je voulais savoir, est-ce que c'était quelque chose qui a été fait naturellement? Comment il t'a ouvert un peu la porte de en sa fait, famille? je crois, mais alors je sais pas là dans le détail, parce que j'ai jamais vraiment parlé de ça avec lui, mais je crois qu'en fait, c'est une autre famille, je pense, parce que sa femme d'aujourd'hui et cette petite fille qui est sa petite fille, c'est pas... en fait, il l'a rencontrée au Liban, à Beyrouth, et il l'a épousée quand il était en prison. Donc je pense qu'il a dû avoir probablement une autre femme avec peut-être d'autres enfants au Japon avant. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Et on a parlé du rapport à la politique, qui est indissociable de la question de la forme. Et je voulais savoir comment ça vous est venu dans cette filmographie, dans votre filmographie.
ce lien entre la forme et la politique, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent ou c'est quelque chose qui est apparu petit à petit? Et comment vous la posez lorsque vous réalisez des films? Je pense qu'elle est toute la dimension, on va dire esthétique, enfin pour dire la chose de manière large, ça concerne des positions finalement sur les modes de représentation, les modes de figuration, et en ce sens-là, il y a une dimension politique qui est de fait, quoi. Je pense qu'on ne peut pas raconter ou filmer des choses sans se poser la question justement de comment on les raconte et comment on les filme en fonction de ce qu'on raconte et de ce qu'on filme. Il y a une sorte d'interaction directe entre... je pense que... Par exemple, je ne sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, si je parle de mes films, donc si je parle de Sombre, par exemple, qui est un film où il y a une très grande violence dans le film, enfin, mais le film a été fait dans ou les autres films, même La Vie Nouvelle, par exemple, les films sont faits avec beaucoup de douceur et beaucoup de, comment dire, il n'y a pas du tout de prise de pouvoir au moment du tournage. Les acteurs savent exactement ce qu'ils vont tourner, ils s'engagent exactement sur des choses dont on a convenu par avance. Il n'y a pas, à un moment donné, je ne vais pas demander quelque chose à un acteur ou une actrice qui n'a pas été convenu avant. Et donc je pense que ça, c'est déjà une façon de se comporter, en tout cas, où la question du pouvoir du metteur en scène n'est pas distribuée de la même manière. Par ailleurs, on peut faire des comédies et être absolument abject, quoi. Donc, si vous voulez, les modes de production, les modes d'existence des films sont importants à penser. Comment on est sur le plateau, comment on est avec les acteurs, comment on est avec les techniciens, comment on se comporte. C'est aussi quelque chose qui appartient à la dimension, là pour le coup, aussi politique du film, quoi. Donc si vous voulez, les interactions entre le champ esthétique et le champ politique sont des interactions très, très fines, quoi, très constantes. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions de la part du public ? Du coup, je vais peut-être poser moi-même la dernière question. Du coup, on est dans une école de cinéma où je pense que on est toujours dans cette question de savoir où se situer par rapport à l'industrie, à savoir est-ce qu'on entre dedans, est-ce qu'on est en marge, est-ce qu'on essaye de faire les deux à la fois. Et je voulais savoir, par rapport à votre expérience, qui est une expérience très diverse, vous avez fait des films de fiction expérimentaux, entre guillemets, même s'il y a des interconnexions. Vous avez fait un opéra, vous avez fait des films pour le cinéma, d'autres pour d'autres supports. Est-ce que vous avez un peu des conseils à donner pour justement essayer de se trouver une place dans tout ça? Et en tout cas, comment vous avez réussi à vous retrouver? Des conseils, je sais pas, les conseils, c'est difficile à donner, mais... Parce que chacun a son parcours, chacun a sa vie, ses inquiétudes, ses angoisses. Non, moi, ce que je peux vous dire, enfin bon, je peux faire part de mon expérience, mais il faut pas quitter son désir. Et surtout, ça me fait penser à une phrase de Lacan. Je ne vais pas citer Lacan tout le temps, rassurez-vous, mais où il dit « on ne s'autorise que de soi-même ». On ne s'autorise que de soi-même. Ça me semble absolument décisif pour savoir comment se comporter avec l'industrie, entre autres. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous dire « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Fais-le ou le fais pas. Là, par exemple, ce film là sur Adachi, personne ne voulait qu'on le fasse. Bon, le film, il se trouve qu'il a eu un prix à Six Piège Docs
à Copenhague, il a eu un prix à Paris, à Pantin, il a eu un prix à Tripoli, il a eu un prix de film. Donc si j'avais écouté l'industrie me disait non, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire parce que tu écris pas ce que nous, on voudrait que tu écrives, à savoir une description du film, les gens que tu vas rencontrer, etc. etc. Autant de conneries, puisque le documentaire, par définition, c'est justement de s'approcher du réel, du surgissement du réel, de ne pas savoir ce qui va arriver, et de le filmer. Et donc, la décision qu'on a prise, c'est de faire le film, c'est-à-dire de ne pas écouter ce qu'on nous disait, de ne pas faire le film. Alors parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, parfois on veut faire le film et on nous empêche de le faire le film. L'industrie, ou l'argent, ou le pouvoir, ou les agents, ou les acteurs, enfin Dieu sait quoi, sont hostiles pour 1000 raisons, mais il faut pas quitter il faut pas quitter votre désir. Moi, c'est ça que j'aimerais. Si je devais vous donner un conseil, mais bon, je me permettrai pas non plus de vous donner des conseils, mais c'est de ne pas quitter votre désir, quoi. Si vous avez envie de faire ce film, faites-le. Et faites-le avec le plus de liberté possible, c'est-à-dire le plus proche possible de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez, il y a peut-être aussi des gens qui veulent faire du cinéma pour d'autres raisons, et pourquoi pas, qui veulent, je sais pas, avoir de l'argent, beaucoup d'argent, être dans le milieu du cinéma, monter les marches à Cannes, pourquoi pas? Je dis pas ça avec mépris, hein, il y a des gens pour qui la dimension sociale est une dimension importante, de pouvoir être dans les dîners, de connaître les acteurs, enfin... voilà. Après, il faut réfléchir à ce que ça signifie et ce que ça implique, quoi. C'est d'aller dans ce chemin-là, quoi. Mais parfois, on a envie aussi de ce chemin-là. On n'est pas juste comme ça des espèces de pur esprit, donc on est pétri dans ces contradictions, quoi. On est sans cesse divisé, quoi, entre se dire, ah, quand même, ce serait bien que le film soit à Cannes, puis finalement, ah ben oui, mais il faut monter très vite, ou je sais pas quoi, ou alors non, il faut couper, ou alors non, il va pas parce que de toute façon personne n'en veut. Enfin. Et après, il faut poursuivre le chemin avec tout ça, mais, et continuer la route, quoi, et continuer la route avec des objets qui sont vraiment les vôtres. Moi, tous les films que j'ai faits, il n'y a pas une seconde que je regrette. Pas une seconde. Il y a pas, parce que le pire, c'est de faire un film pour faire plaisir à Dieu sait qui ou Dieu sait quoi, et ensuite de ne pas aimer le film qu'on a fait. Là, c'est terminé, vous êtes mort, vous pouvez aller faire autre chose. Donc c'est beaucoup plus juste de se battre pour faire le film que vous voulez, même si tout le monde le déteste, mais au moins, c'est le film que vous avez voulu. Et vous pouvez continuer, dans ce cas-là, à faire des films. Faut pas lâcher sur son désir. Faut vraiment jamais lâcher sur son désir. Jamais. Enfin, je sais pas, j'apparais comme un vieux pâtre grec. Mais voilà, non, c'est ça. Merci beaucoup Philippe d'être venu. Ça faisait vraiment partie des séances qu'on voulait organiser avec ce cycle Masao Adachi, et je pense que c'est vraiment un beau regard. C'est bien d'avoir fait un cycle sur Adachi. Bravo aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.